Bienvenue dans notre émission La tête dans le cœur. Je suis Alix. Et moi, Caroline. Si nous voulons être en phase avec l'être que nous sommes, il est nécessaire, voire primordial, de renouer avec notre enfant intérieur. Aujourd'hui, c'est presque une notion universelle. Mais alors pourquoi ? Pourquoi est-il si important, une fois adulte, de renouer avec son soi enfant ? Quel impact notre environnement familial a eu et a peut-être toujours sur la personne que nous sommes ? Dans cet épisode, nous allons parler de la famille, de celles et ceux qui nous ont accompagnés dans notre enfance et qui nous ont vus grandir. Nous allons essayer de mettre en lumière et de comprendre tous les conditionnements avec lesquels nous nous sommes construits et avec lesquels nous vivons encore très certainement aujourd'hui. Allez, on lâche la tête et on va dans le cœur. C'est parti ? Ça enregistre. Bonjour à tous et bienvenue, je suis Caroline. Bonjour à tous, bienvenue, je suis Alix. Alors déjà pour commencer, on va rappeler que tout se construit de nos 0 à nos 21 ans. Je rappelle que 0, c'est dès la conception dans le ventre de maman. On va rappeler aussi rapidement, 0,7, c'est la construction en fonction de la perception que j'ai de maman. 7,14 de ma perception à ma relation à papa. Et 14,21, c'est en lien avec moi-même, maman, papa et la fratrie si j'en ai. Mais attention, la fratrie, elle rentre en considération de mes 0 à mes 21 ans. Oui. Ça, c'est déjà important de comprendre que la construction de notre être se fait pendant cette période-là. Oui, ok, et qu'est-ce qui se joue du coup après 21 ans ? Après 21 ans, tout ce qui nous arrive après 21 ans, que ce soit en bon comme en moins bon, ce ne sont que des schémas répétitifs de situations, d'événements, de programmes qui se sont mis en place pendant la période 0-21. Un exemple, j'ai une maman qui est violente avec moi, autant physiquement que verbalement. Je vais attirer à moi un partenaire de vie qui va me faire revivre les mêmes émotions vécues avec maman. Donc, il se peut très bien qu'il soit violent à son tour, soit physiquement, soit verbalement, soit les deux. OK ? Par exemple, en lien avec papa, si j'ai un papa extrêmement autoritaire, voire dans l'autoritarisme, il se peut que j'attire à moi un patron plus tard qui soit autoritaire et qui, pareil, ait exactement le même comportement que papa avait avec moi enfant pendant la période 7-14. Ok. Donc, on sait que quand le bébé naît dans une famille, il est entièrement dépendant de ses parents. D'ailleurs, on dit que de sa naissance à 3, 5, 6 mois, il est même en mode survie parce que pour lui, c'est ou tout blanc ou tout noir. C'est-à-dire que si il a conscience physiologiquement que si papa ou maman ne s'occupe pas de moi, bah, clairement, je meurs. C'est aussi direct que ça. Et du coup, la famille, elle a quand même un impact assez important parce que dès notre plus jeune âge, on est complètement dépendant de nos parents, finalement. De nos parents, de ceux qui nous élèvent, oui. De ceux qui nous élèvent, des éducateurs ou selon le contexte familial dans lequel on grandit. Et en fait, c'est un petit peu, il y a vraiment un peu ce tout autour de notre développement physique et émotionnel qui dépend exclusivement de ces personnes, en tout cas, qui s'occupent de nous. Complètement. Donc, il y a cette dépendance, c'est vrai, autant sur le plan physique qu'émotionnel. Le bébé, s'il est en rien nourri, s'il est en rien mis au chaud, s'il fait froid ou l'inverse, eh bien il meurt. Ok, donc ça, et cette dépendance quasiment exclusive, elle est jusqu'à quand ? Qu'est-ce qui se joue on comprend bébé, mais petit à petit, on se rend bien compte que plus l'enfant grandit, plus il devient indépendant. Comment, à oui, quel âge ? Alors déjà, à partir de 7 ans, on va rappeler que c'est le conscient qui se met en place, le rationnel, mais est-ce que pour autant, ça veut dire que l'enfant est complètement indépendant ? Je pense qu'on est en mesure de dire que jusqu'à 14 ans, l'enfant est quand même encore dépendant sur certains points de sa vie de ses parents ou de ceux qui l'élèvent. Après, il y a cette période 14-21 ans, et c'est quand même hyper intéressant de comprendre que pendant cette période, c'est vraiment la construction du moi en tant qu'individu. C'est-à-dire que là, je rentre dans la phase où je vais m'affirmer. Donc déjà, dans un premier temps, auprès de mes parents, ceux qui sont en première loge, j'ai envie de dire. J'ai ce besoin dans ma construction, et c'est extrêmement sain d'ailleurs de passer par cette phase de crise d'adolescence, si elle est en rien dans des débordements excessifs, bien entendu,
Mais c'est tout à fait sain que l'ado, à ce moment-là, il se dise « Ok, j'ai pris de toi maman, j'ai pris de toi papa, je suis en mesure, là, aujourd'hui, de faire mes propres choix, de prendre mes décisions et j'ai un peu envie de me rebeller contre toute cette période 0-14 pendant laquelle je devais, où j'étais dépendant de vous, tout simplement. Alors, c'est intéressant de voir, peut-être, de se poser la question à quel moment pendant cette période on a ressenti ce déclic où on a un peu envie de prendre de la distance, on a envie de plus de liberté, etc. Moi, typiquement, je le vis complètement avec Nathan. Hein. Ouais. Mon fils, alors lui, il n'a pas encore 14 ans, mais il est quand même assez précoce dans ce domaine-là. Il en a que 13, mais on le remarque tout à fait, et j'en ai discuté avec lui en préparant l'émission. Il me dit, oui, là, j'ai envie de par exemple, penser par moi-même. J'ai peut-être pas envie de suivre certaines des croyances que vous m'avez inculquées jusqu'à maintenant. J'ai un peu cette notion de réaction, d'opposition, et j'ai envie de plus de liberté. Et je pense que vraiment, c'est pendant cette période-là qu'il y a ce détachement qui peut se faire. Ouais, c'est intéressant parce que moi, j'ai pour le coup aucun souvenir à 14 ans d'avoir eu cette maturité d'esprit d'être capable de me rebeller contre ce qui m'avait été transmis, mais bon, on en parlera plus tard. Et donc, ok, et à partir de 14 ans, on est d'accord que là, rentre en jeu la fratrie. Cette notion, alors, quand on a des frères et sœurs, la fratrie. Alors déjà, si on est enfant unique. Ouais, qu'est-ce qui se joue d'ailleurs quand on est enfant unique ? Si on est enfant unique et qu'on a souffert d'avoir été un enfant unique, il se peut qu'on développe une dépendance aux autres. Aux autres, c'est-à-dire que je vais chercher chez les autres une relation que j'aurais aimé avoir avec un frère ou avec une sœur. Il se peut vraiment que ces personnes-là qui ont souffert de ça créent une dépendance, c'est-à-dire qu'ils auront toujours besoin des autres. Quand je dis les autres, c'est les copains, les camarades, pour ressentir ce lien fraternel qui n'a jamais été, finalement. Ok, et si l'enfant a bien vécu ? Si l'enfant a bien vécu d'avoir été enfant unique, eh bien, c'est souvent des gens qui ont tendance à être assez solitaires. Maintenant, l'enfant unique, qu'il l'ait bien vécu ou non, il porte quand même cette... il est sans arrêt tiraillé entre maman, papa, maman, papa. Oui, on le voit bien quand on n'a qu'un enfant. Pour les gens qui ont des enfants, notre premier enfant, c'est notre tout. Enfin, je veux dire, on est deux à être sur lui. Donc, on peut comprendre qu'un enfant unique, effectivement, il soit vraiment plus qu'au centre de l'attention de ses parents et que du coup... Tout à fait. Et ok. Et après, il y a cette notion aussi de place dans la fratrie. Souvent, on dit que voilà, l'aîné, il est ci, le deuxième, il est ça, etc., etc. Qu'est-ce qui se joue du coup dans cette place ? Déjà, c'est se poser la question à soi-même, c'est comment ai-je vécu la place que j'ai au sein de ma fratrie ? Est-ce que je suis l'aîné ? Ouais. Comment ai-je vécu ma place d'aîné ? Une fois de plus, si on l'a bien vécu, c'est parfait. Mais est-ce que je portais la responsabilité pleine et entière de mes frères et sœurs ? Est-ce que je devais m'en occuper ? Est-ce que je devais seconder ma maman dans des tâches qui n'étaient pas les miennes parce que j'étais peut-être trop jeune pour ? Est-ce que je devais montrer l'exemple ? Il peut y avoir tout un tas de perceptions en fonction de chacun, mais c'est se poser la question déjà, comment je l'ai vécu ? Est-ce que je suis le petit dernier ou la petite dernière ? Tu sais, ces mots qu'on dit très facilement. Oui, je sais bien. Pour être la quatrième de la fratrie, je sais. Alors après, en tant que quatrième du coup de la fratrie, moi je trouve que les enfants qui ont la chance d'avoir des aînés avant eux, nous, on bénéficie quand même de l'expérience. Je veux dire, on voit un peu nos frères et sœurs évoluer et on se dit, ah, ok, donc ça, non, il ne faut pas que je le fasse. Ou ça, il l'a expérimenté, ok, c'est pas mal. Et donc, on bénéficie de ça. Mais en même temps, il y a cette pression, peut-être dans certains foyers, effectivement, du petit dernier, qui est peut-être moins considéré que les autres une fois adultes. Dans l'inconscient, il y a toujours ce truc, mais c'est le petit dernier, c'est la petite dernière. On ne sera jamais des grands, en fait, pour nos frères et sœurs. Voire même pour nos parents. Moi, je sais que, comme je suis la dernière, pour le coup, à avoir quitté le foyer familial, c'est ça, il y a des conséquences. D'ailleurs, quand l'aîné, il part, il sait qu'il y a encore les autres. Les parents, ils s'occupent encore des autres frères et sœurs. Je pense qu'il y a moins de pression quand on est le dernier à quitter le foyer. Il y a un peu cette notion de quel impact ça va avoir sur nos parents. Et moi, accessoirement, sur maman, j'ai bien senti que quand je suis partie, il y a un truc qui se jouait, en tout cas, avec elle. Oui, et surtout, en tant que parent,
faire attention aux mots qu'on emploie parce que en termes de valorisation de l'enfant, quand on lui dit t'es le petit dernier ou t'es la petite dernière, c'est quand même limite. Hein, l'impact des mots MOTS sur les mots MAUX. Si on a grandi toute son enfance en entendant je suis le petit dernier, la petite dernière, bon, ça peut avoir quand même un impact. Après, donc, comment ai-je vécu ma place d'aîné? Comment ai-je vécu ma place si je suis le dernier né de la famille? Et puis, il y a ceux du milieu. Alors, ceux du milieu, généralement, ils peuvent avoir des difficultés à trouver leur place parce qu'ils sont ni les aînés, ni les derniers nés. Enfin, voilà, ça peut aussi avoir un impact. Donc, se poser la question de, déjà, moi, comment je me suis sentie dans ma place, enfin, du moins, par rapport à la place que j'ai dans cette fratrie. Est-ce que je suis née après une fausse couche? Est-ce que je suis née après un avortement? Alors, parfois, on n'en sait rien. Là, ça pourrait être intéressant de questionner les parents dans ces cas-là. Est-ce que je suis arrivée après un enfant qui est mort, décédé? Enfin, ça, c'est vraiment hyper important. Oui, d'autant que je sais que toi, tu nous parles souvent de cette fameuse loi du clan qui, moi, je trouve est assez parlante. Cette idée que les parents renvoient à l'aîné qui transmet au deuxième, au troisième, etc. Et que le dernier, entre guillemets, lui renvoie aux parents. Moi, je trouve que c'est assez parlant. Déjà, est-ce que tu veux nous en dire plus déjà sur cette notion de loi du clan? Alors, la loi du clan, assez rapidement, elle est quand même importante à comprendre. C'est que maman, papa forment une cellule et on imagine que papa et maman donnent à l'aîné. OK ? L'aîné reçoit de papa et maman, on va partir sur une fratrie de 3 enfants. Okay? L'aîné donne au deuxième et le deuxième donne au troisième. C'est-à-dire que le deuxième enfant reçoit de l'aîné et donne au troisième. Le troisième reçoit du deuxième et c'est au troisième que revient cette responsabilité, donc le dernier né, de renvoyer aux parents. Alors quand on dit donner, ça peut être autant sur le plan matériel, dans les énergies, peu importe. Mais toujours est-il que dans cette loi-là, et vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que j'ai reçu de mon frère ou de ma sœur qui était au-dessus de moi? Comment j'ai reçu tout ce qu'il a pu me transmettre, peu importe comment, et comment moi j'ai donné au suivant. Et donc ça peut être intéressant. C'est par rapport à aujourd'hui, quelle capacité j'ai à recevoir tout un tas de choses et quelle capacité j'ai à donner. Et là, il faut prendre en considération les âmes suite aux avortements, décès ou fausses couches, qui, elles, ont leur place dans cette loi du clan. Par exemple, si je suis née après une fausse couche et que j'ai l'impression de jamais recevoir, même si j'avais un frère ou une sœur vivant avant moi, ok, toujours vivant, j'ai toujours l'impression dans ma vie de donner aux autres et de jamais recevoir. Eh bien, tout simplement parce qu'il y a cette âme à remettre dans cette loi du clan. Et ça, par un travail, par le détachement de traumatisme, par exemple, eh bien, on peut aller redonner à cette âme cette place. Et dans les énergies et en nous, eh ben, ça nous redonne la nôtre, pleine et entière. Oui, puis cette loi du clan, je trouve qu'elle explique aussi... déjà, on s'en rend compte quand on est parent d'une fratrie. Moi qui ai 2 enfants, je me rends bien compte que mon deuxième, il prend beaucoup d'exemples sur son grand frère. Bien sûr. J'ai fait la même chose avec toi en étant ta petite sœur. Et surtout, et je trouve que ça remplace à cette légitimité du dernier, de cette pression qu'on ressent, comme je disais, quand on prend des décisions qui sont peut-être celle de quitter un foyer familial, etc. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours cette impression que nous, ça va forcément plus impacter nos parents. Et c'est vrai que c'est comme ça, quoi. C'est intéressant de le savoir et après de voir ce qu'on en fait. Et quand tu dis rendre place aux âmes, peut-être des bébés décédés in utero, etc., il y a aussi cette notion de jumeaux et de jumelles de conception. Dont je parle souvent. Ouais, le syndrome du jumeau perdu, qui est une notion dont on parle de plus en plus aujourd'hui. Ouais, alors... le syndrome du jumeau perdu, ou moi ce que j'appelle le jumeau de conception, en fait, c'est soit on le sait, soit on l'ignore, mais il y a beaucoup de gens, et plus qu'on ne le pense, qui au moment de la conception étaient 2, même plus, mais on va partir sur l'exemple de 2. Hein. Ouais. En gros, ce sont 2 âmes qui ont décidé de s'incarner ensemble dans cette vie, et pendant la grossesse, alors c'est très souvent dans les débuts de grossesse, mais pas que. On ne le sait même pas. La plupart du temps, même la mère ne le sait pas. Parfois, la maman ne le sait même pas, mais on peut perdre du sang en début de grossesse. Ça peut être le début de l'embryon qui s'en va, ou alors le jumeau se désagrège, il part dans le liquide et on ne le voit pas. Il y a de plus en plus de sages-femmes qui attestent aujourd'hui que lors de l'accouchement, il peut rester un petit quelque chose accroché au placenta. C'est vraiment de plus en plus connu, entre guillemets. Et donc, l'un des 2
décide de se désengager. C'est-à-dire que pour celui qui reste, déjà, c'est le premier traumatisme de la vie de cet enfant, de ce bébé. Et ça peut avoir des conséquences, mais considérables après dans la vie. Alors, vu que c'est le premier couple qui se forme, mon couple avec mon jumeau, ça aura surtout un impact dans ma vie de couple pour plus tard. Mais c'est aussi, et là il y a un double nœud, c'est aussi le rapport à mon frère ou à ma sœur, vu que ça reste quand même un jumeau. Et donc, le jumeau de conception, il peut y avoir tout un tas de perceptions en fonction de ce que je ressens. Alors là, on nous écoute, on dit « Non mais attends, j'étais un embryon, j'étais au stade du fœtus. » Ok, mais sur le plan de l'âme, sur le plan émotionnel, il se joue quelque chose. Ça peut être je ne suis pas assez bien pour que ce jumeau reste avec moi. Ça peut être de la culpabilité permanente, c'est-à-dire qu'on ignore d'où elle vient, mais ça peut venir de cette séparation avec ce jumeau. C'est-à-dire que lui, il est mort et moi, je suis en vie, donc je vais toujours culpabiliser d'exister, tout simplement. Ça peut être une sensation de vide permanent que l'on ressent, on ignore pourquoi. On a toujours l'impression que malgré le fait qu'on soit entouré ou qu'on ait des amis, eh bien on ressent un isolement profond, un manque de quelqu'un. Ça peut être j'achète pour deux, je mange pour deux, j'ai toujours l'impression qu'il y a cette âme-là autour de moi qui est là, ou peut-être même en moi. Ça peut être, tu sais aussi, ces enfants qui ont des amis imaginaires. Tu peux être garanti à 100%, peut-être pas à 100%, mais c'est très souvent que ces enfants qui ont un ami imaginaire, eh bien, avaient un jumeau, une jumelle de conception. Ou alors, ne serait-ce que là de nous entendre, de m'entendre l'expliquer, il se peut qu'au niveau du ventre, on ait comme une sensation un peu désagréable, et forcément, c'est dans le ventre que ça s'est passé, donc il y a cette mémoire qui est là. Oui, toi, c'est vrai qu'en conférence ou en séance, 9 fois sur 10, quand tu disais aux gens, tu voyais qu'ils avaient un jumeau ou une jumelle de conception, il y en a tout de suite, c'était une révélation, quoi. Il y en a, c'est la révélation de leur vie. C'est comme si je venais de mettre des mots sur quelque chose qui déjà était hyper inconscient, mais que les gens pressentaient quand même. Ça tombe comme une évidence quand je le dis. Et pour ceux qui en avaient. Et c'est comme, tu sais, il y en a qui disent toujours, moi j'aurais adoré avoir un grand frère ou j'aurais rêvé avoir une grande sœur. Tu peux être sûr que la plupart du temps, ils étaient deux dans le ventre. Et ça, évidemment qu'on peut le régler aussi en séance, mais c'est aussi à prendre en compte par rapport à ma place au sein de cette fratrie, au sein de cette famille. Ok, et après, c'est vrai qu'au sein on parle donc de l'impact de la fratrie sur notre propre construction. Là, c'est dans le cadre où globalement, tout se passe bien dans une famille, dans une fratrie, mais c'est vrai que des fois, il y en a un qui peut prendre beaucoup de place de manière involontaire, peut-être parce qu'il a une maladie ou un handicap, etc. Ou aussi parce qu'il excelle dans le domaine, peut-être que le papa, il est champion de rugby, et le papa aurait adoré être champion de rugby. Et qu'est-ce qui se joue quand un frère ou une sœur prend beaucoup de place dans la fratrie? Donc dans notre construction, on a cette tendance un peu à s'effacer, et donc de ce fait, ça aura des répercussions sur la suite. C'est indéniable. Si tout le focus est mis, si toute l'attention est mise sur un membre de la fratrie, au détriment de nous, forcément, ça va avoir un impact. Mais une fois de plus, comment je l'ai perçu? Tout est question de perception. Et puis, il y a cette notion aussi de est-ce que j'ai été désirée déjà? Parce que ça, on en parle peu, mais il y en a beaucoup qui étaient un accident. Alors, bonjour, l'accueil dans la vie, quand on sait qu'on était soit un accident, soit... il y a quand même mieux, pareil, d'entendre « toi, tu étais un accident, toi, tu étais un accident ». Enfin, si je suis un accident pour la construction, ça peut vraiment avoir un impact. Est-ce que j'ai été désirée? Est-ce que je suis arrivée, j'en sais rien, moi, de manière totalement inattendue? Et comment maman m'attendait quand j'étais dans son ventre? Est-ce que j'étais... c'était, j'en sais rien, moi, le malheur qui me tombait dessus, ça se peut tout à fait. Est-ce que j'étais, du coup, complètement rejetée déjà de l'amour de cette maman au sein déjà de son... dans la vie intra-utérine? Pour plus tard, ça peut être du rejet permanent, par exemple. Une fois de plus, en fonction de la perception. Mais est-ce que j'étais désirée en tant que fille? Est-ce que j'étais désirée en tant que garçon? Ça aussi, ça peut avoir un impact. Si une maman, elle a 3 garçons et elle attend désespérément la fille, et que le 4e arrive et manque de bol pour lui, c'est un garçon, comment c'est perçu? Et comment aussi je suis accueillie par mes frères et sœurs au sein de cette famille? Je sais pas, moi, j'en sais rien, une famille nombreuse, ils sont 6 enfants, la maman annonce l'arrivée du 7e, peut-être qu'il y en a qui peuvent avoir de la malveillance envers ce 7e, enfin peu importe, mais... Oui, famille nombreuse ou même au sein ou pas, tout à fait. D'une fratrie plus petite.
Ok, donc là, c'est vrai qu'on met en avant quand même voilà, l'environnement familial, tout ce qui peut se jouer et les pistes qu'on peut explorer dès lors qu'on ressent peut-être un mal-être aujourd'hui dans notre vie actuelle. Et il y a aussi cette notion de transgénérationnel, moi, que je trouve assez passionnante pour le coup, et dont on parle de plus en plus. Moi, je trouve que c'est assez flagrant déjà au sens large, c'est-à-dire que nous, les femmes en général, on se porte du transgénérationnel, voilà, de la place qu'avait la femme dans la société, et on est en train de déconstruire ça. Mais on a quand même le transgénérationnel, je sais pas de quoi, de nos grands-parents, qui eux-mêmes ont eu de leurs parents, etc. D'ailleurs, c'est quoi le transgénérationnel? Parce que c'est vrai que ça paraît un peu impalpable de se dire. Bah, c'est impalpable. C'est impalpable. Le transgénérationnel, c'est ce qu'on se transmet par les gènes de génération en génération. Est-ce que, j'en sais rien, moi, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents ont vécu la guerre? Quel rapport ils ont peut-être avec du coup le gaspillage, la peur de manquer, et ça peut avoir même d'autres impacts qu'ils ont transmis à leurs enfants, qu'on transmet au fur et à mesure, etc., de génération en génération. Est-ce que toutes les femmes de ma lignée avaient des difficultés à avoir un enfant, elles ont toutes fait une fausse couche? Est-ce que moi je porte en moi soit cette peur de faire une fausse couche? Est-ce que je reproduis ce schéma? C'est à mon insu, c'est ce qui est transmis dans mes gènes. Est-ce que, j'en sais rien, une lignée d'hommes, ils étaient tous... Oui, moi, c'est vrai que je vis avec quelqu'un qui a toujours perçu ses grands-parents. Il disait, il s'asseyait au bord de la table, on mangeait pas tant qu'ils n'étaient pas à table. Il y avait ce côté très patriarcal de l'homme de la famille. Et je sais que moi, mon mari, c'est que dans son inconscient de petit garçon, pour être un homme, il faut limite être macho. Il l'est pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est difficile pour lui d'accepter sa part de féminité parce qu'il a toujours eu cet exemple des hommes de la famille très affirmés en tant qu'hommes, on va dire, et qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de macho. Et l'impact, du coup, c'est que... Donc non seulement il a eu l'exemple et certainement qu'il a entendu aussi le dire, mais il peut aussi le porter dans ses gènes. Et donc, si lui, il veut casser un peu ce schéma-là, eh bien, ça demande un travail de se dire, ça, je n'en veux plus. Et donc, le mettre en lumière, une fois de plus, pour être l'homme qu'il a envie d'être aujourd'hui. Oui, et c'est vrai que le transgénérationnel, surtout qu'on a tendance peut-être des fois à le transmettre encore de manière plus directe quand on donne le prénom d'un défunt à nos enfants. On fait souvent ça, le grand-père décède, et ben on donne en premier, deuxième, troisième, quatrième prénom, que sais-je, le prénom de cette personne. Et il y a ce lien, nous, je sais que dans notre famille, c'est le cas, et on voit qu'il y a une affinité particulière avec cette personne décédée. Oui, alors, on peut, si on porte le prénom d'un aïeux défunt ou de quelqu'un de la famille qui est décédé, ou pas d'ailleurs, c'est déjà quelle relation j'ai avec cette personne, même si elle est décédée. Ça peut être tout à fait bénéfique si on prend le meilleur de ça. Oui, mais sûr. Parfois, on se rend bien compte que finalement, on porte l'énergie de cette personne. Et sincèrement, quand on sait que le prénom, c'est notre identité, même le deuxième, le troisième prénom, mais quand même le prénom, c'est en lien avec notre identité, qui je suis, ça peut être intéressant de voir comment ça résonne de m'appeler comme l'arrière-grand-mère qui peut-être était odieuse, ou j'en sais rien, ou qui peut-être était géniale. Si elle était géniale, je pense que c'est plutôt agréable. Mais si c'était une femme horrible, ça me fait quoi, moi, que j'ai le même prénom qu'elle? Une fois de plus, c'est savoir ce que ça nous fait et s'en libérer si c'est néfaste. Après, le choix du prénom, c'est un sujet à part entière, et je pense que ce serait intéressant un jour alors ça, c'est passionnant. Qu'on en discute. Ok, donc là, on a vraiment parlé de l'environnement familial dans la matière, je veux dire, nos parents ou les éducateurs, les personnes qui nous ont élevés, nos frères et sœurs, ou est-ce que même au sein d'un foyer, pour quelqu'un qui a un enfant qui a évolué peut-être dans un foyer de vie, est-ce que le rapport avec les autres résidents, c'est autant que... Déjà, il faut quand même rappeler que la relation que j'ai avec mes frères et sœurs, la perception que j'ai avec mes frères et sœurs, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, comment j'ai été accueillie, la place que j'avais, quelle relation tout simplement j'avais, va conditionner pour plus tard ma relation aux autres. Les autres, ce sont mes copains, pas mes amis avec un grand A, ça c'est maman. Mes copains, mes camarades de classe, les inconnus, la boulangère, le voisin, le garagiste, la foule, les autres, de manière générale. Si j'ai une problématique relationnelle avec les autres, l'origine de la problématique vient de ma relation à mes frères et sœurs. Ok ? Et évidemment que la famille ou ceux qui nous ont élevés,
Ça comprend ceux qui ont été adoptés, ça comprend ceux qui ont été élevés qu'avec un parent, ou dans une famille recomposée, mais ça on va en parler après, le rapport au beau-père, belle-mère. Et évidemment, ces enfants qui grandissent soit dans des orphelinats, au sein des foyers. Mais déjà là, on comprend bien qu'il y a gros trauma aussi à travailler. Et forcément, pour eux, il y a quand même beaucoup moins de repères. Enfin là, il y aurait un énorme travail à faire. Oui, c'est vraiment un autre... Mais ils peuvent tout à fait trouver ce référent maternel ou paternel ou fraternel en fonction des personnes qui font partie de leur entourage. Oui, ce que tu disais dans le premier épisode, quand moi je disais que notre frère aîné avait un peu remplacé une figure d'autorité un peu paternaliste, enfin paternelle plutôt pour moi, et que tu disais qu'à un moment donné dans la vie, on peut aussi s'accrocher peut-être à, je sais pas, à un oncle, une tante, à quelqu'un qui fait office de cette figure représentative en fait peut-être de la personne qui n'était pas là. Et dans un foyer, j'imagine qu'il y en a qui se considèrent comme des frères et sœurs et avoir un lien limite fraternel. Donc on a balayé l'environnement proche, les parents, les frères et sœurs et tout ce que ça englobait. Et il y a aussi la manière dont on a été élevé, ce qu'on nous a transmis, comme on disait au début, on est quand même les enfants sont des éponges, on a tout pris de plein fouet dès notre naissance. Et donc cette notion de croyance, etc. Aujourd'hui, déjà les croyances au sens large, donc que ce soit peut-être plus religieuses, ou les valeurs familiales, etc. Et puis les croyances personnelles. Comme cette phrase, c'est tout toi, ah mais toi, t'es pas sportive, ou ah mais toi, tu fais toujours les choses à l'arrache. Ces mots qu'on entend régulièrement et qui aussi peuvent nous construire, malgré nous, une identité qui est peut-être pas celle qu'on souhaite, finalement. Ah mais complètement. Dans les croyances au sens plus large, comme tu dis, est-ce que, par exemple, j'ai grandi dans un contexte religieux et quel rapport j'avais avec cette religion? Est-ce qu'aujourd'hui, adulte, quand je dis adulte, c'est après 21 ans, mais ça peut être même un peu avant 21 ans. Est-ce qu'à un moment donné, je l'ai fait et j'ai suivi, par exemple, cette religion parce que ça me parlait, parce que ça vibrait en moi, ou est-ce que, en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, ça n'a plus de sens, ou à l'inverse, j'ai grandi dans un milieu complètement athée et aujourd'hui, j'ai ce besoin d'aller me diriger vers une religion et des croyances, je ne sais pas, par rapport à l'argent. Qu'est-ce que j'ai vu, entendu, ressenti au milieu de cette famille, de mes parents, de mes frères et sœurs, vis-à-vis de l'argent? Est-ce que j'entendais mon père dire l'argent ça pourrit le monde, l'argent c'est sale, ou alors sans argent on peut rien faire, ou il n'y a que l'argent qui fait le bonheur? Bon, j'en sais rien. Mais ça nous construit, au niveau inconscient ça devient un programme, et peut-être que plus tard, on va cultiver cette croyance et qu'on aura des problématiques avec l'argent. Ou alors, j'en sais rien, tu as peut-être d'autres idées de croyances comme ça, au sens large, véhiculées. Si par exemple tu grandis dans un milieu où ils sont tous homophobes ou racistes, et si toi, tu as un penchant pour l'homosexualité, ou si tu as envie d'épouser un étranger, est-ce que ton choix ne va pas être conditionné par cette peur? Déjà, est-ce que tu vas peut-être te l'interdire, tout simplement, d'être qui tu as envie? Ça, enfouir peut-être un ressenti au plus profond de soi-même, parce que c'est impensable de le vibrer au sein de cette famille qui a des croyances. Ça peut être ça. Est-ce qu'on ne nous a pas forcé, nous, à finir nos assiettes Ah bah si, ça, c'est vrai que c'est l'exemple qu'on donne tout le temps, que ce côté, on nous a forcé, il faut finir une assiette pour une petite fille bien élevée, et ce qui fait que derrière, on se rend compte qu'on est incapable qu'on ne s'écoute plus le rapport à la faim, etc. Et c'est intéressant de voir que quand on a eu nos propres enfants, c'est des choses dans lesquelles qu'on n'a pas perpétuées, parce qu'on s'est questionné sur cette légitimité des croyances. Si, je sais que cette notion dont par exemple Thomas se défait énormément, il nous disait il faut travailler dur pour y arriver, et que du coup lui aujourd'hui il essaye de se détacher de cette croyance-là, et c'est difficile, c'est ancré en lui. Ou moi-même Camille qui a grandi dans une famille où la valeur du travail était très importante, où l'identité était quasiment, en tout cas où la place du travail prenait énormément de place sur sa construction identitaire. Et aujourd'hui, lui qui souhaite changer de voie professionnelle et peut-être trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée, on se rend compte que ça vient balayer des années et des années de croyances, et c'est difficile pour lui d'imaginer ne serait-ce que c'est possible. Et du coup, on se rend compte qu'une fois adulte, ça nous met peut-être des énormes œillères
sur des domaines qu'on aurait peut-être aimé explorer. Tu vois, je parlais de cette notion d'être la petite dernière. Moi, quand j'ai annoncé qu'on partirait vivre à La Réunion, toi, tu avais cette croyance. Non, moi j'avais l'étiquette de je partirai vivre tôt ou tard à La Réunion. Et puis ça faisait des années que vous déménagiez tous les ans, etc. Donc vous aviez cette étiquette à bouger. Enfin, en tout cas, tu avais au sein de notre famille cette étiquette de celle qui bouge, de celle qui fait des choses, etc. Moi, j'étais peut-être plus fidèle en tant que bonne dernière de la fratrie. Et du coup, quand j'ai annoncé que nous, on partirait vivre à La Réunion, plus que l'acte en soi de déménager, ça a été plus la surprise. Et c'est intéressant de voir que des deux côtés, que ce soit du côté de notre mère ou du côté de la belle famille, ça a été, mais j'aurais jamais pensé. Finalement, le plus dur, c'est d'accepter que vous ayez été capable de prendre cette décision. Donc c'est intéressant de voir à quel point... j'ai pas le sentiment que ce soit cette étiquette qui a fait qu'on n'a pas pris la décision plus tôt ou j'en sais rien. Mais c'est marrant de voir comme les gens, déjà, ils nous cataloguent, enfin bref, ils nous mettent dans des cases. Et de voir qu'en fait, c'est même pas tellement l'acte en soi, mais c'est plus le fait de se dire « Ah, mais en gros, tu es capable de prendre cette décision, je ne m'y attendais pas. » Et quand on nous renvoie ça, on se dit « Ah ouais, ok, c'est intéressant de... » Voilà, je trouvais ça intéressant c'est comme si on était condamné à être celle qu'on a toujours été, comme s'il n'y avait aucune place finalement à l'évolution, au changement. Et donc forcément, quand on a des réactions ou des comportements qui changent en face, c'est un peu mal perçu parce que... comme si notre route était tracée et que si on y dérogeait, ça dénotait, quoi. Dis donc, c'est pas ça, c'est pas toi, c'est pas celle que je connais. Et une fois de plus, on nous enferme dans des cases avec des étiquettes. Mais non, en fait, rien n'est figé, on est condamné à rien du tout. Hein? Oui, mais parce que ça vient aussi, je pense, bousculer dans une fratrie, par exemple, un enfant qui s'en va. Est-ce que les autres se disent pas, oh là là, on va être... les seuls à devoir nous occuper de nos parents, ou est-ce que ça vient au-delà de l'identité même de la personne, quand on prend une décision, quand on a des frères et sœurs, ou quand on décide d'aller vivre loin, et par exemple qu'on est enfant unique et qu'on va laisser ses propres parents, il y a qu'est-ce qu'on va laisser et dans quelles limites on s'interdit finalement de faire des choix par peur de l'impact que ça va avoir sur notre famille. Voilà, je ne sais pas comment dire, cette notion de croyance, je trouve qu'elle est tellement forte qu'effectivement, je pense que tant qu'on ne s'est pas vraiment questionné sur un domaine de notre vie et de se dire, ok, mais là, celui-là, ce que je fais, ça ne fait pas sens, ou mais j'ai tellement envie d'aller vivre au Canada, par exemple, et de se dire, mais attends, je ne peux pas faire ça, si je m'en vais, tout le monde va être triste. Moi, je sais que c'est ce qui s'est joué quand on est venu, on a pris la décision de venir vivre ici, et les mois avant de partir... la tristesse et ce que les autres me renvoyaient, c'était extrêmement difficile parce que j'avais l'impression d'être responsable de ça. Oui, alors qu'on est responsable de soi. de soi déjà et aucunement de la réaction émotionnelle qu'ont les autres. Ça, c'est quand même important ce serait quand même bien de dissocier tant qu'on fait quelque chose qui n'est en rien qui est rien nuisible à l'autre, comme aller partir vivre à l'autre bout du monde, la réaction qu'a la personne en face, j'ai envie de dire, ça lui appartient à elle de voir ce qu'elle en fait. Elle en est 100% responsable. Oui, mais ça peut être une limite pour... souvent, il y a peut-être des personnes qui se disent, mais voilà, qui aimeraient faire des choix. On parle toujours de personnes qui ressentent que d'un domaine de leur vie, il y a quelque chose qui vibre pas, ou en tout cas qui mériterait amélioration. Et je pense qu'on se freine peut-être inconsciemment à faire des choix par peur des répercussions que ça aura dans notre famille, voire même c'est difficile. Enfin, tout à l'heure, tu parlais de cette notion de dire qu'à 14 ans, c'est le moment, effectivement, la crise d'adolescence, on le sait, c'est l'affirmation, c'est ce besoin de remettre en question tout ce qui nous a été inculqué, le boulot encore en tant que parent. Mais moi, c'est vrai que j'ai aucun souvenir d'avoir vécu par exemple cette crise d'adolescence. En tout cas, j'ai aucun souvenir d'avoir vraiment été en extrême opposition parce que cas peut-être familial particulier, etc. Et moi, j'ai le sentiment d'avoir pris du recul sur notre famille, sur notre famille, sur cette grossesse, cette entité à part entière, quand j'ai rencontré Camille, et qui, lui, de par son éducation, sa vision de la vie et son recul, son regard qu'il portait, c'est lui qui, petit à petit, a mis peut-être en avant des dysfonctionnements, je mets des énormes guillemets sur ce mot-là, mais qui m'a permis, petit à petit, peut-être de me détacher du côté néfaste de la pression de la famille, de par son regard, etc. Et je trouve que c'est intéressant parce que je pense que je ne suis pas la seule qui, une fois... J'ai l'impression que quand on se met en couple,
ça fait prendre toute une autre dimension à notre famille, et aussi parce qu'on rentre, tu vois, dans la vie d'autres personnes. On rentre voilà, quand c'est sérieux et qu'on partage les repas de famille, les machins avec notre belle famille, on est complètement immergé dans la vie d'une autre famille, on voit comment ça se passe ailleurs, et ça nous renvoie aussi à tout un tas d'autres choses, quoi. Bien, en fait, quand on est en couple, la relation qu'on porte à notre belle famille, eh bien, ce qu'on ressent au sein de cette belle famille n'est que la suite d'émotions qu'on a vécues avec notre propre famille. Tu sais, c'est très courant quand on est en couple de casser du sucre sur le dos de la belle-mère ou du beau-père ou de la belle-sœur ou du beau-frère, plutôt que peut-être oser ressentir réellement ce qu'on ressent pour sa propre mère, son propre père, sa propre sœur, son propre frère. Parce que donc, la belle-mère vient réveiller l'émotion de la perception de maman, c'est ça? Absolument. Et papa et les frères La et sœurs. belle famille ne fait que réveiller les émotions, autant bonnes que moins bonnes, ressenties enfant au sein de notre propre famille. Et ça le vaut aussi pour une famille recomposée ou une famille monoparentale où à un moment donné, un des parents se refait sa vie. Ce que je vais ressentir avec ce nouveau beau-père ou cette nouvelle belle-mère, ça vient réveiller les émotions vécues en amont avec le papa ou la maman. Alors ouais, c'est intéressant parce que souvent, effectivement, comme tu disais, on a plus facilement tendance à aller critiquer sa belle-mère, son beau-père, sa belle-sœur, son beau-frère, peu importe. Parce qu'on a ces œillères dont je parlais tout à l'heure. Tout simplement parce qu'on est quasiment tous hyper fidèles. On est dans une fidélité à nos parents qui est hyper inconsciente. C'est comme un lien inconscient. Et là, pour le coup, on va faire le zoom que sur le négatif. Un lien toxique. Un lien qui... C'est comme si on était redevable. Alors, en plus, tout dépend ce qu'on a pu entendre petit. Hein. Il y en a, tu sais, c'est « j'ai tout fait pour toi ». D'ailleurs, j'ai tout fait hein, dans tous les sens du terme. On s'est sacrifié pour tout vous donner. Oui, dans le sens... Et donc, ça veut dire quoi quand on est enfant et qu'on entend ça? C'est qu'à un moment donné, il va falloir rendre aux parents. Donc, il y a cette notion de redevabilité. Et il y a cette notion, comme je disais la dernière fois, c'est que pour certains, il est impensable de remettre en cause ne serait-ce que la moindre faille qu'un des parents a pu avoir avec nous. Et puis même dans l'inconscient collectif, tu te rends compte, c'est ma mère, c'est mon père, c'est les liens du sang, c'est sacré. Et oui, je suis en rien en train de dire que c'est tout sauf sacré. Mais à un moment donné, est-ce que ça ne nous empêche pas de voir clair sur une situation ou de voir clair sur une relation avec une maman, avec un papa? Donc, c'est bien plus facile d'aller casser du sucre sur le dos de la belle-mère. Comme ça m'évite d'affronter finalement ce que moi, enfant, j'ai vécu avec ma propre maman et d'aller faire le travail de libération si besoin. Donc, ça peut expliquer ça. Et la fidélité, c'est une sorte de loyauté, tu vois, où tu as l'impression que tu ne peux pas t'en défaire et que c'est comme des liens qui te retiennent, là, comme un cordon ombilical avec le parent ou avec le frère ou avec la sœur. On peut être tout à fait fidèle à ses frères et sœurs, j'en sais rien moi. Je vais m'occuper toute ma vie de mon frère handicapé, par exemple, au point que je vais sacrifier ma propre vie pour lui, mais parce que c'est mon frère. Alors bien sûr que c'est très beau de faire ça, mais... jusqu'à où et jusqu'au respect de moi, enfin est-ce que le respect de moi-même est pris en compte là-dedans? Il y en a qui se sacrifient ou qui vont s'occuper de leur maman ou de leur papa en EHPAD ou chez eux parce qu'ils sont, j'en sais rien, très malades en fin de vie. Une fois de plus, je dis pas qu'il faut les abandonner, mais jusqu'où ça va? Est-ce que ça empiète sur ma propre santé physique, émotionnelle? Est-ce que au détriment de ma vie? Parce que tu te rends compte, c'est ma mère, ok, mais est-ce qu'à un moment donné, on peut peut-être réduire les visites pour que celles-ci deviennent plus saines et soient vraiment faites par le cœur? Ou est-ce qu'on entretient quelque chose parce que ça se fait? Et si on est honnête avec soi, on en a ras-le-bol, quoi. Alors, moi, cette notion de fidélité, je la trouve extrêmement parlante pour moi parce que je pense que j'étais extrêmement fidèle à maman, à notre mère, parce qu'elle nous a élevés toute seule et parce que j'avais ce lien privilégié avec elle où je n'ai qu'elle depuis toute petite. Et c'est sûr que qu'il y a quand même cette notion, un petit peu cette pression, peut-être par moment, d'être celle qu'on attend, tu vois, que notre mère attend et qui nous empêche du coup de faire ce qu'il y a à faire. Mais je trouve que c'est difficile de prendre du recul sur ça. Moi, je me rappelle au tout début, quand j'ai commencé un peu à me poser des questions et à faire un travail sur moi,
de ce fait, on nous amène à nous questionner sur notre enfance, sur notre éducation, de prime abord, ça me paraissait impensable de remettre dans ma tête d'adulte, avec mon recul d'adulte, de dire mais à aucun moment je peux aller juger, parce que je le prenais comme ça, ou critiquer, ou aller porter un regard négatif sur la manière dont notre mère nous a élevés, parce qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait à l'instant T, etc. J'ai mis du temps avant d'entendre que oui, elle a fait ce qu'elle a pu à un temps donné, mais l'impact de la petite fille à ce moment-là, il n'y a pas ce recul-là, mais je pense qu'effectivement, moi j'ai eu besoin d'un regard extérieur, donc de celui de Camille, pour être capable de prendre du recul sur ma propre famille et de garder ce qui me... Parce qu'évidemment, qu'on nous a transmis des valeurs qui sont positives, etc., de garder ce qui est bon et d'enlever, entre guillemets, ce qui est moins bon, parce que je pense que cette notion de redevabilité, tu vois, ça me fait penser, elle est biaisée. On n'élève pas des enfants dans l'optique que derrière, ils vont s'occuper de nous. Tu vois, c'est ce qu'il dit André Stern quand il dit, mais nous, les parents, on est des porte-avions. Nos enfants, c'est des petits hélicoptères sur notre porte-avions. Les parents, ils avancent sur l'eau. Et le rôle des enfants, c'est petit à petit s'éloigner du porte-avions, mais que ce porte-avions soit toujours là, même si l'enfant vole très loin, et décide de revenir sur cette notion de porte-avions. Alors que nous, on a plus l'impression de se dire, bon, bah ok, nos parents, ils se sont occupés de moi pendant des années, maintenant, c'est à moi de devenir le porte-avions du porte-avions de nos parents, quoi. Et je pense que cette notion de fidélité et de culpabilité, ça vient remettre quand même en question cette notion de lien du sang. Est-ce que je reste... Est-ce que je pousse jusqu'à un extrême où la relation est toxique avec un parent ou avec un frère, une sœur, ou peut-être même avec des oncles, des tantes, des cousins et des cousines. C'est vrai que je pense que dans l'inconscient collectif, couper les ponts avec une personne toxique de notre famille, ça nous paraît invraisemblable. Ouais, mais ça c'est vraiment... c'est quelque chose... quand tu regardes Thomas, mon mari, eh bien, il a à un moment donné coupé définitivement les ponts avec son frère aîné. Parce que celui-ci a décidé de s'éloigner de la famille définitivement. C'est son choix, on le respecte, il n'y a aucun problème. Il n'empêche que Thomas, ça lui a demandé un sacré travail d'accepter que ouais, ben, même si c'est mon frère, eh bien... je vais travailler sur ce que ça me fait, mais aujourd'hui, je n'ai plus aucun contact et ça fait quand même des années que c'est comme ça. Les ponts sont coupés. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça doit être fait dans la violence ou en se crachant des mots à la figure. C'est accepter qu'à un moment donné, eh bien, on n'est plus sur la même longueur d'onde et il fait son chemin, je fais le mien. Et c'est vrai qu'on n'a plus de nouvelles depuis des années et des années. Et ça a été quelque chose d'hyper compliqué, surtout dans une famille qui a grandi dans un contexte religieux où on entendait la famille c'est sacré, la famille c'est sacré. Et quand on a un qui décide de faire complètement chemin de traverse, là, eh bien ça vient chambouler tout l'équilibre familial, donc à chacun de travailler sur ce que ça lui fait. Toujours est-il que le lien est définitivement coupé. Après, dans cette notion, tu parles d'acceptation, et je pense que ça, c'est quelque chose aussi qui se joue, et on parlait tout à l'heure d'être capable de prendre des décisions qui vont à l'encontre de l'étiquette qu'on nous a posée, et aussi être capable d'accepter ses frères et sœurs et ses parents tels qu'ils sont, et à un moment donné de juste dire bah il est comme ça, je l'accepte tel qu'il est, je lui redonne sa part sur des parties, et voilà, je viens juste voir ce que ça vient me réveiller de mon côté. Mais je pense qu'on a vite tendance en tant que frères et sœurs peut-être à être dans un jugement, tu vois, souvent dans les familles où chacun a sa place et dès qu'il y en a un qui bouge, ça va faire bouger tout le monde. Donc surtout, on va pas faire, tu vois, celui qui commence à bouger, on va surtout bien un peu le remettre à sa place parce qu'on n'a pas envie que ça vienne chambouler tout l'équilibre familial. Tout l'équilibre familial. Qui n'est peut-être pas toujours en équilibre d'ailleurs, mais en tout cas, c'est chacun qui a son rôle bien précis et donc il y en a un qui déroge un petit peu. Tout le monde, oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Après, le tout, au final, c'est comme tu l'as dit l'autre fois, c'est de ne pas vivre sur le passé. Bien évidemment, le passé n'existe plus, il est passé. Mais c'est à un moment donné, si aujourd'hui, je rencontre que je suis en train de répéter là, exactement les mêmes schémas, exemple, je suis en train par fidélité aussi, hein, tu te rends compte que je voulais rajouter ça par rapport à la fidélité, ça peut aller très très loin, jusqu'à développer la même maladie que ma maman ou que mon papa avait quand même, hein, par fidélité. Ça paraît fou sur le papier. Mais ça paraît fou, mais on voit ce que tellement fidèle que je vais... ouais, c'est hyper inconscient, c'est même cellulaire, mais je vais c'est comme si je suis tellement fidèle à toi que regarde, moi aussi, je vais être dans le même...
dans le même bazar que toi, mais c'est inconscient. C'est comme si moi, je vais m'interdire d'être en bonne santé si toi, tu es en mauvaise santé et jusqu'au point où, ouais, on peut même développer la même maladie. Ou alors, Prendre le contre-pied. La fidélité, c'est aussi, je vais habiter à 1 mètre de chez mes parents parce que c'est impensable aujourd'hui que je sois plus loin, ou je vais m'empêcher de réaliser les rêves que j'ai en moi, comme tu disais, par peur de blesser maman, papa, les frères et sœurs. Reprendre la boucherie familiale ou faire oui, alors qu'on a envie avocat, d'être comme papa. Et, voilà. Ou alors, ça peut aller même jusqu'à recréer exactement la même famille dont on est issu. Exemple, j'ai la place du milieu, j'ai une grande sœur, j'ai un petit frère. Et bien, comme de par hasard, je vais mettre au monde, dans le même ordre, 2 filles et un garçon. Ça, c'est de la fidélité. Après, il n'y a aucun problème en soi à ça. Oui, si c'est fait voilà, en son âme et conscience et que ça vibre pour soi. On parlait de fidélité, mais aussi des fois, on a tendance peut-être à prendre le contre-pied. Tu sais, on a eu peut-être une éducation extrêmement stricte. Voilà. Alors, soit il y en a, ils vont reproduire, comme tu disais, ce truc, ouais, mais cette éducation stricte, ça m'a construit, etc. Il y en a d'autres qui vont dire, oh là là, moi, je l'ai tellement mal vécu qu'aujourd'hui, avec ses propres enfants, parce qu'on se rend bien compte que quand on a des enfants, ça fait porter un autre regard encore. Moi, je parlais du couple tout à l'heure, et maintenant, level supérieur, les enfants. Quand on élève nos enfants, ça nous ramène en permanence à notre propre éducation. Et il y a cette notion aussi, voilà, d'avoir envie de prendre le contre-pied, de se dire, voilà, mais moi, je suis une mère, par exemple, extrêmement cool avec mes enfants. Ma mère, elle a tellement été voilà, sur-autoritaire avec moi et j'en ai tellement souffert. Mais du coup, ça nous amène à un autre extrême qui n'est pas plus sain, au final. Ben, tu dis cool, on peut être cool, ça c'est plutôt pas mal, mais c'est si on tombe dans du laxisme. Oui, dans le laxisme. Ouais. Ouais. Oui, mais du coup, on a l'impression d'avoir transcendé quelque part voilà, se dire, voilà, je me suis détachée complètement de ce que m'a transmis ma famille. Je parle d'éducation, mais ça peut dire tout le monde a habité dans le même village. Ben, moi, peut-être par provocation, par besoin de m'affirmer, de me différencier, ben, je vais aller vivre à l'autre bout du monde. Mais c'est insufflé par ce besoin d'opposition, etc. Ça oui, peut est-ce que c'est fait en son âme et conscience ou est-ce que c'est fait uniquement par rébellion ou par réaction contre une éducation qui ne m'avait pas plu. Mais quand tu dis, ça peut être aussi, tu sais, ces mères, alors je ne dis pas que c'est tout le temps, mais ça peut, une femme qui a manqué énormément d'amour de sa maman pour X ou Y raison, peut-être parce que sa propre mère n'en a pas reçu, donc on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, eh bien, elle va faire une famille très nombreuse. Tu vois, ce besoin de... Elle a l'impression qu'il faut... Alors, je ne dis pas qu'elle n'a aucun amour à donner, mais c'est comme si, là, tu vois, c'est la balance. Ou alors, au contraire, j'en ai ras-le-bol d'avoir une fratrie de 15 enfants autour de moi. Eh bien, c'est soit je n'aurai jamais d'enfants, soit j'en aurai un, et encore, on verra. Et une fois de plus, c'est est-ce que je suis en réaction vis-à-vis de quelque chose ou est-ce que je n'aurai qu'un enfant ou pas du tout parce que c'est vraiment ce que je ressens en moi et c'est en rien en contradiction avec le programme que j'ai en moi depuis mon enfance. Oui, c'est cette notion de faire les choses en son âme et conscience. Et des fois, ça vaut le coup de se questionner. Si tous les dimanches, on va manger chez mamie Josette et qu'à chaque fois, avant d'y aller, on se dit « Oh là là, on va manger chez mamie, j'en ai marre, nanana. » Des fois, ça part juste de là, d'être capable de s'autoriser à se dire « Bah, tu sais quoi, moi, je vais plus y aller tous les dimanches. J'irai peut-être qu'un dimanche par mois, mais que quand j'irai, je serai agréable, je le ferai en conscience, je prendrai du plaisir. Mais ça, quand il y a des traditions familiales ou ou même des codes familiaux qui sont peut-être de s'appeler toutes les semaines ou que pour être proche, il faut s'envoyer des textos en permanence. Enfin, tu vois, il y a vraiment... Et d'être capable de se recentrer sur soi et de se dire, bah, en fait, à ce moment-là, ce qui se joue dans ma famille, bah, moi, en fait, ça ne me convient pas de s'autoriser... Toi, si on veut parler un peu de nos expériences, toi, tu es assez libre de ce côté-là depuis quelques années. Tu t'autorises souvent à dire, bah non, là, on ne viendra pas, là, on viendra, etc. Et je trouve que c'est quand même... je trouve que c'est clairement une force parce qu'on se rend compte qu'en fait, on ne s'autorise pas à faire des choses en tant qu'adulte par peur de tout ce qu'on a évoqué précédemment. Et 2 minutes se questionner, des fois, quand, encore une fois, c'est un domaine dans lequel on n'est pas épanoui, mais sans pour autant dire, voilà, tout bouleverser et aller déménager à l'autre bout du monde, hein, mais plus cette notion de se dire, bah, ouais, dans quelle mesure, moi, j'ai envie de vivre dans cette famille tout en me respectant, finalement. C'est ça. Et on se rend compte, au final, que
Que ouais, c'est vrai, en fait, on est comme robotisé, automatisé à, à être, à faire, à penser, à reproduire des choses. Mais est-ce qu'à un moment donné, si c'est OK avec qui on est vraiment, génial, parce que au sein de cette famille, on a appris aussi des choses merveilleuses, des valeurs. Les valeurs, c'est ce qui est important pour nous. Si on a envie de les garder et qu'on a envie de les transmettre, tant mieux. Mais si à un moment donné, on a l'impression, parfois, il y en a, c'est oh, j'ai l'impression de faire tout le schéma de ma mère. Ou alors j'ai l'impression de reproduire tout le schéma de mon couple, tout ce que je rebutais, je suis en train de le vivre. Quand on sent qu'il y a ce déclic-là, eh bien, en faire quelque chose. Parce qu'une fois de plus, on revient à ça. Hein, prise de conscience, c'est super. Passage à l'action, bah, c'est efficace pour se libérer de ça et garder que le positif. Et c'est intéressant de voir à quel point, même adulte, eh bien, on continue à écouter peut-être certains médias ou à boire comme du petit lait ce que nous disent les autorités. Ou comme si on était habitué à toujours être soumis un peu à cette autorité là qui nous poursuit sans à un moment donné reprendre le lead sur nous-mêmes et se poser les bonnes questions de qu'est-ce qui fait sens dans ma vie, qui j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de faire en mon âme et conscience et pas par les manteaux que j'ai accumulés durant mon enfance. Il y a des manteaux qui sont très, très beaux, très doux, d'autres qui sont un peu plus rugueux. Oui, c'est vraiment finalement, c'est ce qui revient assez fréquemment. C'est vraiment rien ne nous pousse, que ce soit dans notre cercle, en tout cas de manière générale, dans notre cercle familial, un peu plus large, et la société dans son ensemble, le système scolaire, etc. Rien ne nous pousse à penser par nous-mêmes. Et je trouve que quand on est adulte et qu'on n'a pas eu cette notion de penser par soi-même, etc., et ben on se retrouve dans des situations où on fait des choses par mécanisme, on ne sait même pas pourquoi on les fait, et où on revient dessus, on se dit mais mince, à ce moment-là, j'aurais dû dire non. Ou, moi, je pense notamment à quand j'étais enceinte, où j'avais l'impression d'être une petite fille face au corps médical, et que des fois, il se passait des choses et j'avais pas envie que ça se passe, mais je n'arrivais pas à dire non. Ou, tu vois, comme si c'était un peu, tu parlais de cette autorité, et comme si, en fait, ils avaient ce tout pouvoir et que je n'avais même pas le droit de dire ce que moi, je vibrais. Donc, je pense effectivement que c'est hyper, ne serait-ce que pour son quotidien, etc. Mais quand même, dans son ensemble, c'est hyper important juste de se questionner. Quand on fait quelque chose et qu'à chaque fois qu'on le fait, on se dit je le fais. Ouais, mais je veux dire, mais en fait, pourquoi est-ce que je le fais? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça a du sens? Pourquoi tous les matins je vais au travail et j'en ai marre de faire ce boulot-là, mais qu'est-ce qui fait que je continue? Et on se rend bien compte qu'effectivement, la manière dont on a été élevé, notre enfance, notre environnement familial, ça a quand même un impact énorme. Ben, ça nous conditionne, et malheureusement, on a l'impression que quand l'enfant naît, il ne sait rien, alors que pour moi, je pense qu'il vient avec beaucoup d'autres atouts et qu'il a déjà compris beaucoup de choses, mais on a l'impression qu'on en fait un peu ce qu'on veut. Là, c'est une pâte à modeler et qu'on va modeler à notre façon, alors que si on l'accueillait peut-être déjà comme un être complet, eh bien... Comme le géant des possibles, comme dirait André Stern. Je reviens encore à lui. Complètement, je pense que déjà, là, ça changerait. Et là, on prend en considération autant une famille dans laquelle on a l'illusion que tout est beau, quand même, jusqu'à des familles hyper dysfonctionnelles où il y a violence, abus. Et là, ça amène encore des traumas en plus et c'est hyper dysfonctionnel. Et là, c'est encore des cas particuliers. Mais dans tous les cas, c'est se poser la question de qui je suis, qu'est-ce que j'ai reçu, qu'est-ce que je veux garder et qu'est-ce que je ne veux plus. Oui, et que les liens familiaux, finalement, ne restent que des choses belles et agréables, et que ce soit juste du partage et de l'entente, et pas une pression ou pas quelque chose qu'on subit au quotidien, parce qu'avoir une famille peut-être unie ou une famille qui se respecte, etc., ça devient un pilier, plus que ça peut, ou dans certains cas, ça peut être un poids. Un poids, oui, comme tu dis. Tu sais, le poids qu'on se porte, là... c'est l'impact des mots MOTS sur les mots MAUX. Si ça me pèse, c'est un poids. Si on a des problèmes de surpoids et qu'on passe notre temps à dire « Ah ouais, mais là, ma famille, c'est un poids », ça peut avoir des répercussions sur le poids. Ou alors, mais qu'est-ce qu'elle me gonfle, ma mère? Et bien là, on aurait tendance à gonfler. Ma mère, elles ont pris cher, les mères, dans cet épisode. On en est aussi. Donc, non, qu'est-ce qui me gonfle, mon frère eh bien, au niveau inconscient, on va avoir tendance à gonfler, ou ça me prend la tête, on va avoir des maux de tête, ou j'ai l'impression de porter ma famille sur les épaules, et on peut avoir mal à l'épaule, ou j'en ai plein le dos de ces histoires familiales, et bien on peut avoir mal au dos. Enfin, ça a un impact considérable. Nous sommes corps, âme, esprit, tout est relié.
Donc là, c'est la petite anecdote du jour. Prêtez attention aux mots que vous employez, car ils ont un impact sur votre santé physique. Et encore une fois, se respecter même au sein de sa propre famille, ça ne rime pas nécessairement avec couper tes ponts. C'est très doux. Et puis, on se rend compte que des fois, ça fait même du bien aux autres de s'autoriser à être soi. Ça peut avoir des répercussions positives. Et là, c'est paroles de quelqu'un qui s'est peut-être longtemps refusé par peur du regard des autres de faire des choses. Voilà, juste quand ça ne va pas, se poser la question de se dire... là, qu'est-ce que je veux réellement, en oubliant évidemment les répercussions que ça peut avoir sur les autres, parce que sinon on peut s'empêcher de faire un tas de choses on peut s'empêcher de réaliser sa vie, complètement. Ça peut durer, et après de génération en génération, on retransmet cette fidélité, etc. etc. Donc oui, pour conclure déjà, la base de base, c'est ok, qu'est-ce que je viens d'entendre là pendant ce podcast? Est-ce que ça me fait me remettre en question, effectivement, sur ce que j'ai pu recevoir et sur ce que peut-être je suis en train de donner là, aux autres ou à la famille que je construis et comment je me sens avec ça et tout simplement faire le tri, comme je disais tout à l'heure. Si c'est bon, c'est génial et on le garde et on le cultive. Si c'est devenu néfaste, toxique et délétère, eh bien, je peux aussi m'en libérer parce que, comme je dis toujours, on est condamné à rien du tout. Et là, je m'adresse aux parents. Être capable de prendre du recul sur sa propre éducation, c'est aussi construire une nouvelle éducation avec son partenaire de manière plus douce et plus fluide et pas être borné à dire oui, moi on a toujours fait comme ça dans ma famille où ça peut amener des conflits et vraiment ça amène à dire ok, non, ça j'ai envie de le transmettre parce que c'est important pour moi, ça l'est un peu moins et ça nous aide du coup en tant que parents pour élever nos enfants, je trouve. Super. Et pour finir, on n'éduque pas ses enfants, on les élève. Donc, je vous invite du coup à lire des livres d'André Stern si jamais, ou écouter des interviews si jamais les peu de fois on l'a évoqué, ça vous a parlé. Bon, on leur dit à la semaine prochaine. Merci de nous avoir regardés. Pour ceux qui nous ont suivis sur YouTube, c'était notre première avec cette nouvelle installation. Ça fait 1 mois qu'on attend, donc on est très contente et on espère que le son et l'image seront au rendez-vous. Et puis on vous dit à mardi prochain. À mardi prochain et très très belle journée ou soirée. Azote toutes.